Chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de notre programme au féminin. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle technologie, nous serons en contact avec l'écrivaine Dina El Ramli. Elle va nous parler non seulement de son parcours comme écrivaine et comment elle a découvert le monde des livres, mais également elle va nous parler d'une expérience vraiment très particulière. Et c'est une expérience qui a une relation avec les enfants, mais je ne vais pas dévoiler les détails de cette expérience. On va la découvrir avec elle tout de suite. Madame Dina El Ramli, bienvenue dans notre programme. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci à vous. Pour commencer notre programme, on le lance toujours avec les souvenirs de l'enfance, puisque cette phase de la vie de l'être humain marque sa vie pour toujours. Qu'est-ce que vous retenez en tête de cette partie de votre vie? Bon, je vais vous dire une chose. Je me rappelle de beaucoup de choses, bien sûr, mais une chose qui m'a beaucoup marquée et qui a beaucoup influencé ma vie en entier, c'est que depuis très jeune, j'ai commencé à faire beaucoup de choses. Ma mère m'a poussée à faire beaucoup de choses bénévoles. Donc, très jeune, à l'âge de 10 ans, je participais dans des ONG pour aider les gens et surtout avec les tout petits enfants. Je gardais des enfants dans des quartiers très peu privilégiés. Donc, cette expérience m'a appris comment les gens qui sont plus pauvres, qui ont moins de moyens, vivent. Et très tôt, j'ai appris ça. Et j'ai vu comment on a beaucoup de choses à faire pour eux et qu'on n'a pas le droit de les juger parce que nous avons les moyens. En fait, malheureusement, beaucoup de gens ne font pas la différence entre juger et sentir les gens. Très bien. Mais vous avez continué vos études quand même dans le monde des arts, de littérature. Vous n'avez pas choisi des études spécialisées dans le domaine du travail bénévole ou la société civile. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'ai continué, j'ai fait des études de littérature, j'ai travaillé dans le domaine, mais je n'ai jamais arrêté de faire du travail bénévole. Et c'est ce travail bénévole qui m'a beaucoup aidé à faire beaucoup de choses dans ma carrière même, parce que j'ai compris les choses différemment. Très bien. Alors, pour la carrière, après les études, vous avez entamé quel genre de carrière? J'ai changé de travail plusieurs fois. À un moment donné, j'étais votre collègue, mais à la radio. Ça a été un très court parcours. Puis, j'ai travaillé dans le tourisme. Puis, j'ai ouvert ma boîte d'édition et j'ai commencé à publier des livres pour enfants. Je ne cherchais pas à écrire. Et puis, comme j'avais plusieurs sujets en tête que je voulais présenter aux enfants et je les demandais aux auteurs de les écrire, et je n'avais pas ce que je voulais. Je ne recevais pas en tant qu'éditrice ce que je voulais publier. Alors, je me suis dit, bon, je vais essayer d'écrire ça. Et j'ai commencé à écrire. Les livres ont été très bien reçus et j'ai réalisé que je pouvais être un auteur pour enfants. Et donc, j'ai commencé à écrire pour les enfants. Je n'écris pas de romans, je n'écris pas d'albums. Moi, j'explique des données philosophiques aux enfants. Et donc, c'est ça ce que j'aime faire parce que j'aime leur expliquer comment voir les choses, comment comprendre les choses. Et j'ai commencé comme ça. Je m'arrête là parce que ça, c'est vraiment important à traiter. C'est que non seulement vous avez présenté des idées qui peuvent être compliquées un peu pour les enfants, mais vous l'avez expliqué simplement, mais également écrire pour les enfants, ce n'est pas vraiment un pari, si vous voulez, un pari gagné, parce que oui, écrire en général, ça peut ne pas être très bien accueilli avec toute la nouvelle technologie qui nous entoure. Et écrire pour enfants, également, ça mérite non seulement l'effort, mais également le marketing pour ce que vous écrivez. Oui, c'est vrai. Et il faut dire que ce n'est pas très facile le marketing. C'est-à-dire que quand le livre est lu, il est aimé et il est apprécié. Mais pour arriver à faire
lire les gens ce livre, c'est pas très facile. Et soyons honnêtes, quand même, ce sont des livres écrits en arabe. Et donc, les gens qui comprennent que ces idées-là sont intéressantes à expliquer à leurs enfants, en général, envoient leurs enfants dans des écoles étrangères. Et donc, les enfants lisent beaucoup plus en langue étrangère qu'en langue arabe, ce qui fait que le pari n'est pas facile. Alors là, je voudrais savoir, puisque vous avez travaillé dans le monde d'éditing, également d'écriture, écrire et tout, pourquoi euh, on n'est pas vraiment penché sur cette idée de lire dans notre langue maternelle? Pourquoi on choisit à lire où on associe culture, lecture et langue étrangère? Parce que malheureusement, les enfants qui vont dans des écoles étrangères sont beaucoup plus poussés à lire dans la langue étrangère de l'école. Donc, ils apprennent plus facilement à lire comme ça et c'est beaucoup plus facile pour eux de lire dans cette langue. Les enfants qui vont dans des écoles arabes, en général, ont des moyens financiers assez limités et les livres sont assez chers. Le seul moyen pour pousser cela… Livres dans les bibliothèques, les librairies, les bibliothèques des écoles, dans les bibliothèques publiques également. Je me rappelle de ce projet énorme pour encourager jeunes et plus âgés à lire à travers les bibliothèques. C'est justement ce que j'allais vous dire, c'est que les écoles doivent avoir des choix de lecture énormes. Il faut aussi changer beaucoup de choses dans les lois. Parce qu'en fait, un libraire, une bibliothécaire, pardon, elle a le droit de perte et de dommages dans les livres dans un chiffre assez limité. Ce qui fait que cette personne a toujours peur de donner les livres chers aux enfants, parce que s'ils sont déchirés ou perdus, c'est elle qui va les payer. Et comme ils ont des salaires assez pas très chers, pas très élevés comme nous le savons tous, ils n'ont pas le courage de donner les livres chers aux enfants. Et pour arriver à ce que les enfants aient tous ces livres-là en main, il faut changer ces lois, il faut encourager, il faut ramener le cours de lecture et de bibliothèque dans toutes les écoles, et il faut oublier que la bibliothèque, la mentalité égyptienne qui dit que le cours de la bibliothèque, c'est le cours qu'on peut prendre n'importe quel professeur qui a besoin d'un cours. On prend le cours de la gymnastique, le cours de la musique, le cours de la bibliothèque, parce que le prof de maths a besoin d'un cours, le prof d'anglais, je ne sais pas quoi. Et donc, il faut comprendre que ce sont des cours essentiels et qu'on doit les garder. Très bien. Et pour vos livres, les livres destinés aux enfants, qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez voulu expliquer aux enfants? Moi, j'ai écrit beaucoup de livres sur l'Égypte. Moi, j'aime beaucoup parler de l'Égypte. J'ai beaucoup parlé de beaucoup de choses pour comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que quand j'ai écrit mon livre, c'est quoi la médecine? C'était pour expliquer que la médecine, c'était pas aller voir un médecin malade, écrire un médicament et c'est tout. Mais qu'il y a beaucoup d'humanité dans l'affaire. Et que la médecine, c'est pas juste être professionnel. Il faut être humain. Oui. Quand j'ai écrit mon livre pour les enfants à propos de la… Bon, j'ai une collection de livres, j'ai publié le premier pour le plus jeune âge. J'ai une collection que j'aime beaucoup et je l'ai travaillé assez longtemps pour apprendre aux enfants de s'accepter et d'accepter les différences. Donc, le premier livre, c'est Gamia an Bashar pour les tout petits, pour expliquer qu'on peut être très différents, mais on est tous êtres humains
et que l'être humain, ce n'est pas seulement le corps qui a une tête, des yeux, un nez et tout ça, mais c'est beaucoup d'autres choses. Et donc, dans cette même idée, j'ai un autre livre aussi qui s'appelle Annie Insen. Ce livre-là est traduit en français et en anglais aussi, mais c'est dans le même principe d'expliquer qu'on doit s'accepter en tant que différent. Il y a d'autres livres pour des différents secteurs d'âge, des différents secteurs d'âge, donc pour plus grands, qui n'ont pas encore été publiés, mais dans le même concept pour pousser les enfants à comprendre les différences et à accepter les différences. Madame Dina El-Ramri, à un moment donné, vous avez eu une idée qui n'est pas une idée tout à fait répandue en Égypte. Vous avez pris une décision courageuse. Vous êtes lancé dans une expérience qui n'est pas tout à fait connue par la société égyptienne. Vous avez décidé d'adopter un enfant. Ouais. Moi, je m'arrête là parce que l'idée elle-même est une idée tout à fait humaine et belle, mais pour la réaliser sur le terrain, il existe plusieurs obstacles et également, ça mérite beaucoup de patience et de persistance. Je voudrais commencer dès le début avec l'expérience. Pourquoi vous avez eu cette idée et de ne pas uniquement payer de l'argent pour garder un enfant, l'aider ou n'importe quoi. Non, vous avez décidé de prendre en charge la totalité de la responsabilité envers un enfant. Pourquoi? En fait, moi, je voulais adopter, ou j'ai pris la décision d'adopter quand j'étais très jeune. J'avais même pas 20 ans quand j'avais décidé cela. J'ai vu autour de moi des expériences pareilles et j'ai toujours trouvé que le monde n'était pas tellement formidable, avec toutes les guerres qui se trouvent partout, pour lui amener encore d'autres enfants. Et qu'il y a tellement d'enfants dans le monde qui ont besoin de parents parce qu'ils ont perdu leurs parents pour des raisons différentes, que ce soit la guerre ou la misère ou d'autres, et que ces enfants-là ont plus besoin d'un foyer que d'amener encore d'autres enfants à la vie. Et donc, c'était une décision que j'avais prise très jeune et qui m'a coûté le fait de ne pas me marier parce qu'en général, chaque fois que j'avais quelqu'un en vue, je lui disais, écoute, j'ai l'intention d'adopter. Eh bien, on me regardait de haut en bas, on trouvait que j'avais des idées un peu folles, comme d'habitude. Et les hommes se rétractaient et partaient. Puis alors, j'ai commencé à dire, bon, d'accord, je vais accepter, bon, ok. On a un enfant et on en adapte un autre. Et quand même, ça n'a pas été accepté. Et franchement, je suis très contente qu'à ce moment-là, ça n'a pas été accepté parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas le droit. La loi ne permettait pas ça. Et moi, je ne savais pas, je croyais que c'était logique d'avoir les deux en même temps. Quand j'ai eu 48 ans, j'ai appris que la loi avait changé et que les femmes, parce qu'auparavant, les femmes non mariées n'avaient pas le droit d'adopter. Oui. Et donc, quand j'ai eu 48 ans, j'ai appris que la loi venait d'être changée et qu'à partir de 45 ans, une femme seule peut adopter. Donc, je me suis lancée et j'ai fait tout de suite les papiers. Oui. Alhamdoulilah, maintenant, l'âge n'est plus 45 ans, mais l'âge est 30 ans. Ce qui est un peu plus logique parce que 45 ans, c'était assez tard. Et moi, j'ai commencé mon expérience à 48 ans et je peux dire que ce n'est pas très facile de commencer à cet âge-là. C'est l'âge où on devient grand-mère, pas mère. Oui, alors là, c'est ce qui concerne l'idée et également les démarches. Bon, comment vous avez choisi l'enfant que vous considérez comme votre fils?
Ça veut dire que, comme vous l'avez dit, il existe plusieurs enfants qui méritent d'être acceptés, d'être soignés, mais le choix est limité, vous devez choisir une seule personne. Parlez-moi Ouais. un peu du choix, comment vous l'avez fait? Je vais vous raconter une histoire où je vais vous dire plus simplement quelque chose. Je n'ai pas vu une famille qui a adopté, qui a dit on a choisi l'enfant. On n'a jamais choisi l'enfant. L'enfant décide que ce soit nous. C'est nous, c'est l'enfant qui choisit, ce n'est jamais nous. On voit 1, 2, 3, 4 enfants, mais il y en a un qui vous attire et qui vous dit je veux que vous soyez ma famille, je veux que vous soyez mes parents. Et c'est comme ça qu'on choisit les enfants. C'est-à-dire que ce soit moi ou n'importe quelle famille qui a fait cette démarche, on n'avait pas en tête on va prendre un enfant tel et tel. C'est-à-dire que moi, par exemple, je disais, comme je suis ladra en arabe, je veux un enfant son nom n'est pas E, parce que je ne veux pas qu'il entende le E de moi. Ça veut dire Faux. le R, hein, le R en Oui, arabe. oui, oui, le R en arabe, parce que le R en arabe, moi, je ne le prononce pas correctement. J'avais dit que je voulais un enfant de 2-3 mois, pas plus, et que, bien sûr, la première chose, c'est qu'il soit attiré par moi, pas seulement moi attiré par lui. La seule chose que j'ai choisie, qui a été vraiment faite de ces trois, c'était qu'il soit attiré par moi, autant que moi, je suis attirée par lui. Moi, quand j'ai vu mon fils, il avait 5 mois, il portait un jeans. Et comme on le sait tous, un enfant qui porte un jeans donne plus grand que son âge. Donc, quand je l'ai vu dans son lit, je me suis dit, on m'a dit, il a 5 mois. Dans ma tête, je me suis dit, ben, il se moque de moi, il ne peut pas avoir moins que 7. Alors, je suis passée devant son lit comme ça, un peu appréhender l'idée. Et lui, il m'a fait, et c'est tout. Et c'est devenu mon fils. Très souvent, j'entends les parents dire c'était un enfant qui pleurait, dès qu'on l'a pris dans nos bras, il a arrêté de pleurer. Un enfant qui ne voulait pas manger et que la dame lui a donné à manger, il a tout de suite accepté. Ce sont toujours des gestes et surtout des réponses des enfants qui font qu'on dit c'est notre fils ou c'est notre fille. Mais vraiment, ce n'est pas nous qui décidons. Ça vient comme ça. Ça touche le cœur et également, c'est une expérience pas facile puisque, quand vous l'avez dit, même avec quelques mois, ça veut dire qu'on doit s'adapter l'un à l'autre. Hein, on doit Justement. accepter et également on doit s'aimer et on doit également faire à ce que la société nous accepte. Alors, Justement. à plusieurs niveaux, il existe un travail vraiment dur à faire. Et c'est pour cela que j'ai publié mon livre. J'ai écrit un livre à propos de mon expérience que j'ai appelé Ana Esmi Mama, je m'appelle maman. Et j'ai fait ce livre exprès pour expliquer l'expérience aux gens, leur expliquer, pas les démarches légales, parce que ça, on peut le connaître par Internet, c'est très facile. Mais c'était surtout ce qui se passe dans nous. Parce que nous, pendant toutes les étapes, on a des sentiments différents. On a des moments où on a peur, des moments où on est content, des moments où on se dit est-ce qu'on est capable ou non. Donc, vraiment, c'est une démarche qui prend quelques mois et qui n'est pas facile à comprendre toujours qu'est-ce qui se passe dans nous-mêmes. Et c'est pour cela que j'ai fait ce livre, parce que je me disais que très souvent, il y a des gens qui font les démarches et quand ils arrivent au moment où ils ont un peu peur, comme ça nous arrive à tous, ils se disent on doit arrêter parce que non, on ne peut pas continuer. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est un moment où on a tous peur et que ça nous arrive à tous. Donc, il faut à tout moment comprendre qu'on passe par tout ça. Et c'est pour cela que j'ai fait ce livre, pour que les gens comprennent que oui, on passe par des moments de peur, des moments de joie, des moments d'inquiétude, des moments où on se demande est-ce que l'enfant va nous accepter ou pas, est-ce que la société va nous accepter ou pas.
comment on va dire ça. Et aussi, je voulais expliquer aux gens que non, on doit dire la vérité aux enfants et on doit dire la vérité à la société. Parce que en tant que personne non mariée, c'était automatique que je devais dire la vérité à la société. Mais il y a beaucoup de couples qui ont peur de dire la vérité et ils créent une histoire où la maman est tombée enceinte et que blablabla, et tout ça pour ne pas dire être que ce n'est jugé. pas un enfant. Oui, pour ne pas dire que c'est un enfant adopté. Et donc, moi, j'ai fait tout ça pour que les enfants et pour que les gens comprennent qu'il faut dire la vérité. Et il faut dire la vérité à la société pour pouvoir, à l'âge de 4 ans, parce que c'est là l'âge où il faut dire à l'enfant la vérité. Parce que si je n'ai pas dit la vérité à la société, quand il aura l'âge de 4 ans, comment je vais lui dire si la société, c'est quelque chose d'autre? Donc, il y aura vraiment un problème. Et c'est pour cela que je voulais que toutes ces choses soient comprises par les gens. Alors, c'est une expérience vraiment allouée, vraiment, et merci de l'avoir partagée avec nous. Et on passe maintenant à d'autres facettes de la vie. C'est que je voudrais savoir, par exemple, au cours de votre parcours, qui est la femme qui vous a inspiré ou qui vous donne idée dans votre vie? Je ne peux pas dire qu'il y a une personne qui m'a inspirée. Je peux dire que moi, comme j'ai beaucoup de lectures, puisque je suis dans le domaine, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup et je trouve que chaque personne au monde a quelque chose qui vous fasse dire, tiens, ça vaut le coup de voir cette expérience. Tiens, cette personne a fait quelque chose. Même si cette personne peut être une personne pauvre, ignorante et tout, mais elle a fait quelque chose. Et donc, très souvent, on ne peut pas dire qu'il faut que la personne qui soit un exemple doit être à quelqu'un de vraiment très cultivé ou quelqu'un de... Non, Oui, on peut vraiment prendre l'expérience et c'est vrai. des gens de tous les domaines, et de tous les âges et de de tous les niveaux sociaux. Justement, Euh, quel est alors le meilleur conseil que vous avez reçu? de ne pas juger. Oui, ça c'est un très bon conseil, c'est vrai. De ne pas juger, vraiment. Parce que juger, on ne peut jamais juger, on est toujours avoir une seule facette. Mon père était juge. Ah, Et je me rappelle qu'il y avait un cas où il était le juge gauche, donc le plus jeune juge de la cour. oui. Il nous a raconté que c'était un crime de quelqu'un qui avait tué quelqu'un. Et donc, les deux autres ont dit, ben, il doit être tué, celui qui a fait le crime. Mais mon père m'a dit, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ça. Et donc, au lieu de dire, on lui donne 25 ans, parce que mes autres collègues allaient me dire, à, à la peine de mort, ça, on en finisse. J'ai dit, ben non, il est libre. Il n'a pas de, il n'est pas, il n'a rien fait. Et donc, avec toutes les discussions, ils ont arrêté à, je ne sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Et que quelques années plus tard, un type a été arrêté et il a déclaré qu'il était le responsable de ce cet crime. assassinat. Ouais. Et que donc, le pauvre type qui avait été arrêté était vraiment innocent. Heureusement qu'il n'a pas pu rester plus longtemps en prison. Ouais. Et ça nous Donc donne ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup appris qu'on peut pas tout voir. On ne peut jamais voir toute chose. Oui, c'est vrai. Ouais.
On ne voit jamais les deux côtés, les trois côtés, les quatre côtés, parce qu'il y en a plusieurs toujours. Madame Dina El-Ghamri, vraiment, c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous de ces sujets très importants dans la vie, de partager cette expérience courageuse et humanitaire. Et je vous remercie infiniment de nous ouvrir également ces horizons pour une vie où il y a l'équilibre à chercher toujours par les êtres humains. Mille merci. Merci à vous et c'était un plaisir d'être avec vous. Chers téléspectateurs, c'était notre rencontre avec Madame Dina El-Ghamri via cette nouvelle technologie. Je vous remercie infiniment. À la prochaine édition au féminin.